Le Soudan s'apprête à ratifier le statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok a adopté un décret dans ce sens. Précision à suivre. Du renfort pour la mission des Nations Unies en Centrafrique, elle a reçu un déploiement supplémentaire de 300 casques bleus rwandais. But visé, sécuriser l'axe de ravitaillement reliant la capitale Bangui au Cameroun. Et puis en Côte d'Ivoire, le festival des musiques urbaines à Noumambo, organisé par le groupe Magic System, aura lieu du 7 au 12 septembre prochain à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé le leader du groupe, Assalfo. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le Soudan tend vers la reconnaissance de la Cour pénale internationale. Le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok a voté ce mardi en faveur de la ratification du statut de Rome fondant cette juridiction internationale. C'est aussi une nouvelle étape vers un éventuel procès de l'ex-président Omar el-Béchir. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019 sous la pression d'une révolte populaire, Omar el-Béchir est recherché par la CPI qui a émis des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, une région de l'ouest soudanais déchirée en conflit. Pendant la réunion du cabinet, nous avons à l'unanimité adopté un projet de loi pour ratifier le statut de Rome de la CPI, a annoncé le Premier ministre Abdallah Hamdok sur Twitter. Il n'a pas donné plus de détails sur les conséquences de cette décision concernant un éventuel procès de l'ancien autocrate Omar el-Béchir, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant 3 décennies. Pour que la ratification soit effective, il faut qu'elle soit également approuvée par le Conseil souverain, formé par des civils et militaires, et qui, avec le gouvernement, compose les instances de transition mises en place après la chute de Omar el-Béchir. Une nouvelle réunion conjointe entre le cabinet ministériel et le Conseil souverain aura lieu afin que la ratification soit approuvée, a déclaré Abdallah Hamdok, sans préciser de date. Justice et responsabilité constituent une fondation solide pour le nouveau Soudan que nous nous efforçons de construire, a-t-il ajouté. En février 2020, le pouvoir de transition avait pris l'engagement verbal de favoriser la comparution d'Omar el-Béchir devant la CPI à une date indéterminée. Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ancien président est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum. Il est de nouveau jugé par la justice soudanaise pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. Mais son procès a été à plusieurs reprises reporté depuis juillet 2020, les avocats de l'accusé avançant des arguments procéduraux. Au Mali, le Premier ministre de transition rassure, Choguel Maïga, a assuré en début de semaine que les élections censées ramener les civils au pouvoir auront bel et bien lieu, comme prévu au calendrier, c'est-à-dire en février et mars 2022. Le chronogramme des élections générales a été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu, a affirmé Choguel Maïga, le Premier ministre malien dans des propos tenus devant le Conseil national de transition et publié par ses services sur les réseaux sociaux. Le doute persiste quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans un pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Le Mali reste sur 2 coups d'État militaires en 1 an. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois. Le premier gouvernement de transition qu'ils ont installé avait fixé en avril au 27 février 2022 les premiers tours d'une élection présidentielle et des législatives et au 13 et 20 mars respectivement d'éventuels second tours. Les membres du Conseil national de transition, malgré les doutes et la défiance exprimée lundi, ont adopté le plan d'action du Premier ministre par 2 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Faisant face au CNT, l'actuel organe législatif au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'est voulu pédagogue. Il a défendu ce projet conçu par son gouvernement qui fixe le cap de l'exécutif pour le reste de la transition.
La MINUSCA, entendait la mission des Nations Unies en Centrafrique, a reçu ce mardi le renfort de 300 casques bleus rwandais. L'objectif est de sécuriser l'axe de ravitaillement vital reliant la capitale Bangui au Cameroun. C'est ce qu'a donc précisé cette organisation sur son compte Twitter. Ce déploiement de troupes intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars, prévoyant d'augmenter progressivement d'environ 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA. Classé deuxième pays le moins développé au monde par l'ONU, la Centrafrique est ravagée par une guerre civile depuis 2013, qui a toutefois considérablement baissé d'intensité depuis 2018. C'est la première partie de l'unité qui est arrivée aujourd'hui pour sécuriser l'axe Bangui-Beloko, à la frontière avec le Cameroun, a déclaré à l'AFP Abdulaziz Fall, porte-parole de la force de la MINUSCA, précisant que ces casques bleus rwandais resteraient une armée. Le reste du bataillon, qui compte 450 soldats, arrivera d'ici à la fin de l'année, a-t-il ajouté. La Centrafrique a connu un regain de violence mi-décembre quand une coalition de 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les 2/3 de la Centrafrique ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra. Ils se sont heurtés à des forces bien mieux armées et équipées. Quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de MINUSCA, présente depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre par le pays à la rescousse du président et d'une armée démunie. Incapable de renverser le régime et d'empêcher la réélection du président Touadéra, la coalition rebelle a cherché à couper le trafic sur les routes nationales 1 et 3, un axe routier vital qui relie la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin, pour tenter d'asphyxier Bangui, tout en prenant le contrôle temporaire de certaines villes. Les forces gouvernementales ont réussi depuis le début de l'année à reprendre aux rebelles les agglomérations et une bonne partie des 2/3 du pays qu'ils contrôlaient depuis plusieurs années. Au Cameroun, de nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones du pays. Elles sont le fait de l'armée et des groupes séparatistes et donc qui ont eu lieu au mois de juin dernier. C'est ce qu'a donc affirmé un rapport de Human Rights Watch. Human Rights Watch a dénoncé ce lundi de nouvelles exactions commises par l'armée et les séparatistes au Cameroun anglophone en proie à un sanglant conflit. L'ONG a appelé les autorités à protéger les populations civiles, à enquêter et poursuivre leurs auteurs en justice. Dans la région du Nord-Ouest, Human Rights Watch a affirmé que 2 civils ont été tués par des membres des forces de sécurité camerounaises les 8 et 9 juin dernier. L'ONG évoque aussi viols, destruction et pillage d'une trentaine de bâtiments, dont la maison de chef traditionnelle. 2 jours plus tôt, le 6 juin, les séparatistes armés ont tué un garçon de 12 ans dans la région du sud-ouest et un enseignant le 1er juillet. Le rapport mentionne également l'enlèvement de 4 travailleurs humanitaires dans le nord-ouest le 25 juillet. Cette récente hausse des actions se déroule sur fond de reprise des hostilités. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone, dirigé par le président Paul Biya, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent quasi quotidiennement depuis près de 4 ans. Les ONG internationales et l'ONU accusent les 2 parties des actions et de crimes contre les civils dans un conflit qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créé ont prêté serment. Une cérémonie attendue depuis qu'un accord de paix fragile a mis fin à la guerre civile dans ce jeune pays. Ils sont au total 588 parlementaires qui siègent. Le nouveau Parlement a prêté serment lundi au Soudan du Sud, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. La prestation de serment de ce nouveau Parlement intervient avec près d'1 année de retard sur le calendrier et reste incomplète car 62 députés étaient absents lundi, certains en raison de désaccords avec le gouvernement. I'm sure you are aware that the challenges ahead of us. Je suis sûr que vous êtes conscient du fait que les défis qui nous attendent sont énormes. Afin de surmonter ces défis, nous, en tant que représentants de notre peuple, devons regarder au-delà de nos expériences politiques, partisanes et tribales, et nous concentrer fortement sur le bien pour tous.
on the common good of all. Our people are fed up of wars. Notre peuple en a marre des guerres. En tant que leurs représentants, nous devrions être à l'avant-garde des efforts pour reconnaître cette situation critique. Par conséquent, dans l'exercice de nos rôles de leadership, nous devons montrer l'exemple. We must lead by example. We ought to remain reminded that nous devons garder à l'esprit que nous sommes partenaires de l'accord de paix. Par conséquent, nos principes directeurs doivent inclure l'esprit de coopération et non de compétition, la compréhension mutuelle et non les soupçons, la compassion et non la haine, et la jalousie, et des approches pacifiques des problèmes et non des conflits sur les problèmes. La semaine dernière, un mouvement issu de la société civile, nommé Coalition du Peuple pour l'Action Civile, a lancé une campagne réclamant le changement après cette décennie marquée par la guerre, la corruption et la pauvreté. En application de l'accord de paix, Salva Kiir et Riek Machar sont aujourd'hui présidents et vice-présidents au sein d'un fragile gouvernement d'union nationale. Et une autre de musique pour boucler en Côte d'Ivoire, le Festival des musiques urbaines à Noumambo, le FEMUA, organisé donc par le groupe Magic System, aura lieu cette année du 7 au 12 septembre prochain à Abidjan. C'est ce qu'a donc annoncé le leader du groupe, Assalfo. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, reportée en 2020 à cause du coronavirus, va reprendre du 7 au 12 septembre prochain. Ce sera une renaissance, pas seulement du festival, mais une renaissance officielle de la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique, dont le festival était un baromètre pour tous les opérateurs culturels du continent, s'est réjoui Assalfo. Pour lui, lancer le FEMUA va encourager toutes les autres initiatives culturelles à reprendre et redonner à la culture africaine ses lettres de noblesse. Pour cette édition du festival créé en 2008 par le groupe star de la musique ivoirienne, un fort contingent d'artistes européens sont attendus pour la première fois. Le Portugais David Guerra, la rappeuse espagnole Mala Rodriguez chanteront aux côtés de plusieurs artistes africains. Outre la légende congolaise Koffi Olomide, Pape Diouf du Sénégal, Daphné du Cameroun, Zara d'Afrique du Sud, Joël Sebunjo d'Ouganda, Raja Kazabni du Maroc et Flobi du Burkina Faso sont annoncés. Le Sénégal, pays invité, est attendu avec une délégation de 50 personnes pour exposer ses valeurs culturelles. Le groupe Magic System a sorti en juin son 12e album en plus de 20 ans de carrière, dont un titre pour dissuader les jeunes Africains de partir clandestinement en Europe à leur risque et péril. Baptisé Envolée zooglotique, le nouvel album est composé de 12 titres, dont Voyager contre l'immigration clandestine. Et c'est la fin de cette édition. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver demain à partir de 9h. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.